Bienvenue à cette première séance de l'année qu'on n'avait pas pu faire en dernière séance de l'année passée. On va voir deux sujets assez vite en réalité, mais vous avez de la matière et puis on va se cramer. Il y a de la matière dans les slides que je ne développerai pas, deux sujets qui sont évidemment importants pour le changement. On va les regarder en droite. Vers ce que j'ai appelé des protocoles de gestion de conflits et comment intervenir si en tant que consultant ou en tant que manager ou en tant que nous-mêmes on est mis en position de médiateur d'un conflit. Donc ça c'est le côté conflit, et puis on regardera quelque chose qui peut évoluer en conflit, qui est centrale, basique dans la conduite du changement, qui est les résistances au changement. Donc on va faire tout ça à mon avis en une demi-heure. Vous aurez plus de matériel dans les slides que je partagerai avec vous. Et donc pour commencer, je propose de partager ce que vous pensez d'un conflit, quel est le rôle, la place d'un conflit. Et donc je vais vous partager un sondage. Voilà, je vous ai mis normalement collé. Vous avez le lien dans le chat, donc vous pouvez juste cliquer sur le chat « Pensais-je ». Et donc, c'est en fait tout simplement 5 réactions possibles. Vous choisissez juste celle qui traduit le plus pour vous, votre réaction face à un conflit. Est-ce que c'est plutôt ça devrait être évité, ou c'est utile parce que ça me permet de me positionner, ou bref, pas mal de postures face au conflit. Quelles sont les vôtres? Vous l'avez également à l'écran si vous voulez flasher le QR code. On va juste rester là-dessus 2 secondes, ça n'a pas d'importance majeure, c'est juste pour voir où on se pose, quelles sont nos postures. Donc 2 réponses pour l'instant, si les autres peuvent, 3 réponses. Une opportunité de traiter des problèmes, l'occasion de faire bouger les choses. Ok, donc ça je le mettrai dans les slides. Et clairement, vos réponses sont bonnes. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Aucune des affirmations qui étaient là ne devrait entraîner une réaction réellement négative, parce que tout conflit a à la fois des aspects productifs et des aspects négatifs. Il stimule l'énergie, permet plus de créativité, responsabilise davantage la personne qui est engagée. Donc tout ça, c'est des aspects qu'on avait dans les différentes réponses. Mais évidemment, c'est une dépense d'énergie, notamment d'énergie émotive ou émotionnelle. C'est du temps, ça peut entraîner la violation de droits, ça peut entraîner des conséquences négatives sur les relations, la communication. Donc, un conflit est inévitablement à la fois une opportunité et une difficulté. Glasel, qui est un médiateur autrichien professionnel, a formalisé l'évolution des conflits en 9 étapes qu'on pourrait appeler non pas de riposte graduée, mais d'approfondissement, de durcissement du conflit. Et c'est un modèle qui désormais est extrêmement utilisé pour de multiples raisons, mais l'une d'entre elles, c'est que comprendre à quelle étape est un conflit permet d'avoir de meilleures réactions face à ce conflit, d'avoir une approche plus pertinente. Donc il y a 3 blocs d'étapes dans les 9 étapes de Glasel.
Le premier, vers le bas, c'est le conflit né d'un désaccord, d'une difficulté sur un partage. Bref, il vient de quelque chose qui est rationnel et raisonnablement contrôlé. Le conflit tourne autour de quelque chose plus qu'autour de la relation. Puis, la tension, le conflit passe du domaine d'un fait, d'une difficulté, à c'est l'autre qui est le cœur du conflit. Donc la tension se focalise sur la relation interpersonnelle. La première étape de ce palier, c'est le moment où les parties du conflit commencent à rechercher des alliés pour aller taper sur l'autre, entre guillemets, jusqu'au moment où on entre dans une étape où la menace devient un composant de la relation conflictuelle. Et le troisième palier, c'est le palier d'une confrontation fondamentalement destructive, dans lequel le dénigrement, la destruction sont au cœur de l'approche. Vous pouvez lire les éléments plus précis de chaque étape. En fait, si on essaye de le synthétiser, et vous avez des liens sur le slide, soit vers des pages web que vous pouvez retrouver, soit même vers quelques vidéos, et celle-là m'a paru pas mauvaise sur le sujet pour développer un peu le sujet. Le premier palier, c'est une situation dont on peut sortir gagnant-gagnant, tant qu'on est autour d'une problématique fondamentalement rationnelle. Le deuxième palier n'est perçu que comme pouvant entraîner une sortie de type gagnant-perdant. Ce qui veut dire assez naturellement que celui qui sortira perdant gagnera dans l'histoire une acrimonie et un désir de vengeance, et donc on initie clairement, si le conflit atteint le deuxième palier, le risque d'un cycle de conflit. Et le troisième palier, c'est la démarche perdant-perdant. Je vais peut-être perdre, mais en tout cas, lui, il ne l'aura pas. Et c'est Docteur Folamour, pour ceux qui ont un côté cinéma. C'est typiquement Docteur Folamour. C'est plutôt crevé que c'est certaines situations de divorce qui entraînent des séquelles majeures pour les enfants, etc. Donc, ces deux slides sont tout ce qu'on verra ensemble aujourd'hui sur le modèle de Glasel. Vous avez beaucoup de littérature dessus, et c'est vraiment un modèle considéré aujourd'hui comme extrêmement utile pour réfléchir à l'état dans lequel est une situation conflictuelle. Une autre manière de prendre le sujet, qui là pour le coup n'est pas descriptive comme le modèle de Glasel, mais qui est vraiment tournée vers l'action. Que faire quand on est dans une situation de conflit? Et là, sur cette planche, on est l'un des acteurs du conflit, l'un des deux acteurs, l'un des deux camps du conflit. Il y a deux dimensions, comme on l'a vu déjà dans le modèle de Glasel, à tout conflit. Il y a une dimension qui est une dimension rationnelle. Je voudrais ça, tu le veux aussi, et on ne peut pas l'avoir tous les deux. Et il y a une dimension émotionnelle. Je le mérite plus que toi, tout ce que vous pouvez imaginer autour de l'envie, du désir, de la justice, de tout ce que vous imaginez. Les étapes qui sont là sont des suggestions d'étapes sur lesquelles réfléchir et travailler pour pouvoir contribuer en tant qu'acteur d'un conflit à la résolution de ce conflit. Et les deux dimensions sont à prendre en compte. Je vais commencer par le côté rationnel. Ça ne veut pas dire qu'il faut traiter le côté rationnel avant le côté émotionnel. C'est juste que, comme il faut commencer par un côté, je commence par celui-là. Voilà, voilà. Vous êtes toujours là? J'ai un doute quant au fonctionnement de l'application. Oui. Ouais, super. Merci, merci. Donc, dans cette approche, j'essaie de ne pas bouffer l'écran. Dans cette approche, vous avez vu le modèle de Glasel comme je vous l'ai présenté, ou il était masqué? Pardonnez-moi.
Non, je l'ai vu. Vous l'avez bien vu. Ok, très bien. J'avais un doute quant à ce qui Donc apparaissait. c'est 9 étapes en escalier, là. Ouais, tout à fait. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Sur mon écran de contrôle, c'est pas ce que je voyais. Donc là, dans cette approche qui, à ma connaissance, n'a pas de nom, qui est quelque chose qu'on a sorti avec des camarades il y a quelques années, le côté rationnel, c'est vraiment de commencer par comprendre de quoi on parle. Quelles sont les dimensions rationnelles de ce conflit? Donc, quels sont réellement les points de désaccord? Et parmi ces points, quels sont les plus importants pour l'un et pour l'autre? Les priorités ne sont pas forcément les mêmes des deux côtés. Une fois qu'on a priorisé, c'est logique de commencer à regarder les plus importants, à les factualiser et à comprendre quelles sont les marges de manœuvre sur chaque étape, et donc les intégrer, s'adapter. Et si on veut sortir du conflit, c'est utile de comprendre, de trier ces domaines du conflit. On y reviendra dans un instant. Est-ce que c'est du domaine du factuel, de l'objectif, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus du domaine des valeurs, des choses qui sont vraiment importantes pour nous, qui sont ceux qui sous-tendent notre vision du monde, notre vision de nous-mêmes, ou est-ce que c'est quelque chose qui en réalité est du domaine de la relation interpersonnelle et le sujet technique, entre guillemets, le sujet factuel, est un prétexte à un problème qui est fondamentalement un problème relationnel. Et c'est important de le comprendre parce que si le sujet n'est pas fondamentalement un sujet objectif, mais fondamentalement un sujet de valeur ou un sujet de relation, avoir juste apporté une réponse factuelle, objective, ne résoudra pas le conflit. Ça le transportera vers une autre source de conflit parce que le conflit de valeur, parce que le conflit de relation n'a pas été adressé. Et quand on dit ça m'amène très naturellement, et c'est pour ça que je le présente dans cet ordre-là, à la dimension émotionnelle d'un conflit. Et la première chose, évidemment, d'un conflit, c'est d'être conscient qu'il y a un conflit et que un conflit a forcément une dimension émotionnelle. Et donc prendre conscience qu'il existe un conflit, que c'est pas juste deux postures différentes, mais bien qu'il y a une forme de confrontation, que cette confrontation génère des émotions, et donc les accepter. Elles sont là, donc se dire elles doivent pas exister, je devrais pas avoir d'émotions, est strictement absurde. C'est un peu comme se dire ben je devrais pas respirer parce que ça sent pas bon. Ben, j'ai quand même besoin de respirer, sinon si je respire pas, je vais quand même avoir un vrai problème dans pas très longtemps. Donc gérer les émotions, c'est en être conscient et les mettre sur la table. Adapter sa communication, ne pas la laisser juste embarquer par les émotions. Et là, on entre, à mon avis, dans le domaine de la communication non violente, qui commence par reconnaître l'existence du besoin non satisfait, l'existence du fait, l'existence de l'émotion due au fait, l'existence du besoin qui n'est pas satisfait. Et ce qui est parfois très difficile, c'est de restaurer le désir de communiquer avec l'autre. Vous avez probablement, comme moi, des exemples de négociations compliquées ayant frisé ou atteint la zone de conflit dans votre activité professionnelle. Et un des points les plus délicats, c'est quand les deux parties n'ont plus envie de communiquer. Et où là, il va vraiment falloir probablement l'aide de quelqu'un d'externe pour recréer ce désir de communiquer, pour reconstruire la confiance d'un côté et aboutir à une solution raisonnable, factuellement raisonnable de l'autre côté. On se fera une pause après ce slide, je pense, ou très prochainement. Si vous êtes en tant que consultant, en tant que manager, en tant qu'être humain, tout simplement, mis en position de faciliter, de médier un conflit, quelques séquelles d'un cours que j'avais suivi il y a quelques années qui me semblent pas absurdes. Et on verra deux éléments. L'un qui est quelles étapes dans la médiation, ce que vous avez là, et quelques recommandations dans un instant. Voilà.
Donc, première chose, quand on vous demande d'intervenir, c'est d'abord qu'on vous demande d'intervenir. C'est pas forcément du tout une bonne idée d'intervenir quand on vous le demande pas. Dans la série De quoi je me mêle et pourquoi tu crois que tu pourrais nous aider à résoudre, c'est une très bonne question. Donc, première chose, si on vous demande d'intervenir, c'est de déterminer fondamentalement la réalité des faits et des sources du conflit. Une fois de plus, quand je dis la réalité des faits et des sources de conflit, c'est la réalité factuelle et la réalité émotionnelle du conflit. C'est de comprendre effectivement, est-ce que c'est un conflit d'objectifs, de valeurs, de relations, et pour ça, d'identifier les intérêts et les besoins satisfaits et non satisfaits des parties. Essayer de tirer ce qui pourrait être un objectif commun sur lequel les deux parties s'accorderaient et des critères objectifs d'atterrissage. Et donc, sur cette piste-là, imaginez comment vous pouvez amener ces objectifs communs, ces critères objectifs, comment les faire partager par les deux personnes et donc dérouler une séquence de négociation, des séquences de négociation dans un processus contrôlé. J'ai parlé de la notion de valeur, d'objectif, d'interpersonnel. En fait, ça renvoie très directement à l'analyse transactionnelle et aux états du moi. Le moi parent qui est le champion des valeurs, il faut faire comme ça, c'est ça qui est bien, etc. Le moi adulte qui dit, bah, ok, j'ai cet objectif-là et on ne peut pas l'atteindre tous les deux. Tu as cet objectif-là, j'ai cet objectif-là, ils sont incompatibles. Comment est-ce qu'on résout cette difficulté? Parce qu'il y a une difficulté factuelle et je comprends que j'ai cette difficulté, que tu as cette difficulté. Donc, l'état adulte comporte fondamentalement une notion d'empathie dont, quelque part, l'enfant n'a strictement rien à faire parce que lui, il est soit dans l'enfant soumis, pleurnicheur, râleur, soit dans l'enfant rebelle, je sais tout, mais il n'est pas dans l'écoute du tout, l'enfant, pas plus que n'était le parent qui n'a pas écouté parce qu'il sait, avec un S majuscule. Et donc, ces trois états du parent, de l'adulte ou de l'enfant, sont les états qui vont monter, si j'ose dire, dans le conflit selon le type de conflit. Et à la fois, c'est intéressant d'en être conscient pour soi-même en tant que partie d'un conflit. C'est critique d'en être conscient si on est dans la médiation, la facilitation du conflit. Si on débouche, si on développe un peu cette idée de l'analyse transactionnelle versus les conflits, clairement, l'état parent, il est perturbé par quelque chose qui remet en cause son idéal, ses valeurs, des concepts, sa raison d'être. À l'opposé, l'état enfant, lui, est perturbé et entre en conflit autour d'attentes insatisfaites, de sentiments blessés, et vous allez toujours essayer, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne mieux, de ramener à l'état adulte, sur lequel le problème est un problème d'objectifs, de moyens et de faits. Et donc, en effet, la résolution, le retour à la paix après le conflit, passe, quand on a la chance d'être revenu à l'état adulte, en donnant du temps au temps et en reconnaissant qu'à travers cette résolution du conflit, on a une résolution et on a appris quelque chose. Si le conflit tournait autour de valeurs, le retour à la paix passe par la réflexion sur mes valeurs sont-elles si universelles que ça? Comment peut-on, toi et moi, avoir des valeurs différentes et pour autant vivre dans une forme d'harmonie? Et ça peut, de manière forte, et on va pas forcément avoir le temps, on va même forcément pas avoir le temps d'en parler, mais ça passe quelque part par la notion de non, j'accepte le désaccord, et parce que j'accepte le désaccord, je te pardonne d'être différent de moi. Ce qui est un des états basiques du pardon. On peut aller chez Derrida et qui vous voulez sur le pardon. Et côté enfant, c'est la gestion de la déception. J'ai pas eu tout ce que je voulais à Noël, mais somme toute, il y a des raisons que je peux comprendre et somme toute, il y a plein d'amour quand même dans tout ça.
et à l'opposé, ou en symétrique plutôt qu'à l'opposé du pardon que doit accorder le parent pour sortir du conflit, l'enfant, quand on est dans l'état du moi enfant, il est clair que ça sortira par présenter des excuses. Sinon, si on passe pas par cette étape-là, soit ça veut dire que on sort du conflit sans avoir traité la dimension du conflit qui était en termes de posture, en termes d'analyse transitionnelle du côté de l'état enfant, soit que l'enfant a, c'est, si j'ose dire, auto-géré et est remonté à l'adulte. Là, c'est à nous, à chacun de nous, dans sa compréhension de l'état dans lequel il est, de comprendre soit soi-même, soit l'autre, soit les deux autres si on est en médiation. Mais ça a l'air un peu théorique, c'est extrêmement pratico-pratique en réalité ce slide. Un petit rebouclage sur Glazoll. Il y a un bon moment pour faire appel à l'aide extérieure, très clairement, c'est avant de partir dans un conflit de relations. Tant qu'on est dans un conflit rationnel, c'est là qu'il est facile de demander un arbitrage. Quand on est dans l'état, l'autre est un salaud et un connard, et comment voulez-vous que le médiateur aide réellement face à ça? Il va falloir qu'il, d'une manière ou d'une autre, qu'il désescalade pour revenir au premier palier. C'est compliqué. Donc, si vous sentez que ça va déraper, soit parce que vous êtes partie prenante du conflit, soit parce que vous observez le conflit, faire appel à un externe, c'est vraiment avant d'être sorti du premier palier de Glazoll. C'est vraiment une espèce de règle d'or. Plus tard, c'est trop tard. Quelques éléments de remarques venant de camarades et moi avec nos années de vie et d'expérience des conflits. Le conflit a un cycle, il n'est pas instantané, il grandit. Glazoll est pas sorti de nulle part, il y a un vrai sens dans le schéma de Glazoll. Si vous voulez aider dans un conflit, le truc le plus pire que vous pouvez faire, c'est de penser que l'un des deux a raison. Si vous voulez être en médiation, c'est pas le sujet. Votre sujet n'est pas de comprendre qui a raison ou tort, même si quelqu'un a raison ou tort. Votre sujet, c'est de résoudre le conflit. Et donc, pour résoudre le conflit, c'est de comprendre et de centrer la résolution sur les intérêts et les besoins des personnes. Selon les conflits, se poser la question de comment j'interviens. Est-ce que j'interviens à chaud? Est-ce que j'interviens à froid? Est-ce que c'est mieux d'intervenir sur le lieu de travail ou est-ce que c'est mieux d'intervenir dans un lieu tiers? C'est souvent mieux d'intervenir sur un lieu tiers. C'est souvent mieux de travailler le conflit en privé avec les différentes personnes, ce qui va éviter le risque de la prise à partie de tiers qui évidemment est beaucoup plus difficile à contrôler. Et enfin, je le redis et je le redirai et je le redirai, il y a une dimension émotionnelle à tout conflit. Que vous soyez partie prenante au conflit ou médiateur d'un conflit, reconnaissez et gérez vos émotions parce qu'elles sont là. Je vous propose qu'on fasse un break là et que vous complétiez ces quelques conseils avec qu'est-ce que vous suggéreriez, qu'est-ce que vous avez à partager qui vous semblent des choses utiles dans la gestion, l'accompagnement d'un conflit. Donc, n'hésitez pas à vous démuter et puis je saisirai au fur et à mesure vos suggestions, vos pratiques dans la gestion de conflits. Et on ira aussitôt après sur la résistance au changement dans la conduite du changement. J'ai l'impression que ce que je m'apprête à dire se recoupe un peu avec les éléments qui ont été donnés précédemment. Mais vas-y quand même, Richard. Parce que je parle de privilégier l'écoute et la discussion. Absolument. Yep. Merci Richard. Alberto, Denis, quelques suggestions autour des conflits, parce qu'on a tous vécu, on a tous appris, soit parce qu'on a fait quelque chose qui était effectivement efficace, soit parce qu'on a fait quelque chose qui ne marchait pas et on sait qu'il ne faut pas le refaire. Des suggestions. Je peux essayer de te démuter, Denis, sinon tape dans le chat, n'hésite pas. Je n'arrive pas à te démuter, Denis, moi non plus.
Alors, n'hésitez pas à taper dans le chat si vous avez un problème de mute. Alberto, je ne sais pas si tu as une suggestion. Ben, une des suggestions, ce serait qu'en aparté, avec les différentes parties prenantes dans le conflit, qu'on arrive à faire dire à chacun son différent vis-à-vis de l'autre. Ça rejoint un petit peu le premier point, écouter les discussions, mais faire exprimer le différent. Je pense que ça tue l'abcès et ça permet peut-être d'intellectualiser, de rationaliser quand on s'écoute dire la chose. Je pense que et de travailler sur ces sujets-là Qu'est-ce qui peut être difficile? Qu'est-ce qui peut être difficile d'en faire exprimer le différent? Tu as dit ça permet de rationaliser. Eh bien, la difficulté, c'est ici, dans exprimer le différent, ce serait d'admettre finalement qu'il y a une partie de non-rationalité. C'est probablement la principale difficulté, exactement. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'en faisant parler la personne, enfin, on est un petit peu dans l'analyse, mais ça peut aider à prendre conscience que finalement, il y a d'autres zones d'intérêt qui sont liées à ce différent. Yep, absolument. Merci beaucoup, Alberto. C'est vraiment important, cette reconnaissance de l'irrationnel, de l'émotionnel dans le conflit. Tant qu'on cherche à ne gérer le conflit que sous l'angle rationnel, il est probable qu'on n'y arrivera en fait souvent pas. Les deux dimensions sont vraiment importantes et c'est sûr que toute notre éducation et tout notre mode culturel, en fait, c'est de nier l'émotion. Depuis Descartes, on doit être cartésien, on doit être rationnel. Connard. Il y a un excellent bouquin qui s'appelle L'erreur de Descartes. D'Antonio Damasio. Descartes. Ouais, absolument. Antonio Damasio décrit cela très très bien. Ouais, tout à fait, c'est à ça que je pense. Ouais. Et il développe un peu plus loin, pour ceux à qui c'est un peu intéressé, c'est Entretien avec Spinoza. Il va un peu plus loin dans ce sujet. C'est vraiment très intéressant. Tout à fait. Absolument. D'ailleurs, lire Spinoza n'est pas facile, mais lire des textes sur Spinoza, il y a pas mal d'ouvrages sur Spinoza pour présenter Spinoza. Est fantastique et effectivement Damasio est une grande lecture. On a, je crois, les mêmes lectures, Alberto. Oui, moi parfois des formations professionnelles, tu sais que j'ai une formation en philosophie au départ. Donc, ah ouais. Spinoza. Spinoza est quand même un géant très très isolé. Enfin, et en plus, il est très unique dans la philosophie occidentale. C'est tout à fait. Bref, excusez-moi, on pourrait débarquer pendant des heures là-dessus. C'est absolument. Oui. Pour moi, c'est pour ça que je me freine. Moi aussi. Ok, donc j'ai pas de. Non, j'ai rien ici. Donc on va reprendre là. Donc et on va revenir vraiment à la conduite du changement et la résistance au changement. Ça, vous l'avez déjà vu. Je pense que c'était dans le cours. C'est un de mes un basique, c'est que quand il y a changement, il y a résistance. C'est normal. Ce qui est angoissant, c'est si. Tiens, c'est amusant ça. Il m'a mis en anglais le don. Je corrigerai après. Si vous ne voyez pas de changement, si vous ne voyez pas de résistance, ça veut probablement dire qu'elle est là, mais que vous ne la voyez pas. Ça ne veut probablement pas dire qu'elle n'est pas là. C'est une bonne nouvelle, mais c'est probablement pas le cas. Et le deuxième point qui est important, c'est que quand vous voyez une résistance, il ne faut pas forcément la prendre au premier degré. Elle va souvent être exprimée comme une résistance factuelle, on reviendra dessus. Or, ce n'est pas le cas. Or, elle est souvent d'abord émotionnelle. On verra les étapes de l'émotion de la résistance dans un instant. On peut aussi, c'était la posture de Thierry Breton, mon ex-PDG, et de son bras droit. C'était non, la résistance n'a pas d'importance, il suffit d'aller suffisamment vite et la résistance nous rattrapera. L'idée étant, avec un rouleau compresseur, si je roule sur les gens, personne ne me dira que j'ai eu tort de passer là.
c'est évidemment absurde et ça laisse des séquelles dramatiques sur sa route. Donc, ignorer les résistances, c'est en fait les renforcer, c'est leur donner du fuel pour brûler beaucoup plus violemment. Et le dernier point, c'est que la résistance est en fait un outil de travail et accompagner la résistance en la comprenant, en explicitant ce qui génère la réaction et comment peut-être que c'est pas si vrai que ça parce qu'on a effectivement pris en compte ce problème et il est résolu de telle manière, etc. On peut effectivement résoudre et avancer dans le changement en travaillant avec elle et pas juste contre elle. On va en voir ça juste maintenant parce qu'en fait, la résistance dans un changement ou les réactions dans un changement, et je m'attache ici évidemment au côté négatif des réactions, la réaction « Yeah, c'est super, allons-y », on va pas la développer très longtemps. Elle est généralement dans cet ordre-là, avec bien sûr des intensités différentes suivant les personnes, les populations, les impacts. Je vais pas revenir sur les études d'impact et l'importance des études d'impact. Elle est d'abord émotionnelle, puis cognitive, intellectualisée, et puis cette émotion et cette cognition, cette intériorisation de la résistance se traduit par un comportement. Donc c'est intéressant de regarder ces trois dimensions parce que si on est suffisamment à l'écoute, suffisamment dans l'empathie, on va pouvoir capter les émotions avant qu'elles ne se cristallisent en raisonnement, si j'ose dire, en approche rationnelle, et avant qu'elles n'entraînent un comportement éventuellement néfaste. La réponse émotionnelle, elle se connecte à des trucs qu'on connaît tous, ne pas aimer changer, l'attachement à ce qui était, l'amour de ce qui était. J'étais en cette entreprise, j'ai choisi cette entreprise pour ce qu'elle était, puis elle doit être différente. J'ai mené plein de projets avec le cycle en V. Là, c'est pour la discussion qu'on va poursuivre avec Richard dans un instant. Et puis, vous me demandez de passer dans l'agile. En fait, c'est pas vraiment le truc utile pour moi dans mon, je sais pas quoi. En tout cas, j'ai pas l'impression que c'est le truc utile. Et puis, c'est inconfortable parce que j'ai X projets faits comme ça. Je sais ce qui marchait pas. J'ai peur de l'inconnu. Ouais, c'est sûrement mieux, mais c'est mieux parce que tu me le dis, mais j'en sais rien. Et je suis éventuellement pas convaincu de pourquoi le changement est collectivement nécessaire. Je ne suis pas convaincu que ce changement fait sens. Tout commence par le sens. Je crois que j'avais déjà insisté en formation sur cette notion de sens, de vision. Clairement, tant que ce sens du changement, ce besoin de changer n'est pas là, vous êtes exposé à de vraies difficultés pour faire changer. Il y a une dimension supplémentaire que j'ai mis au centre parce que dans l'époque actuelle, après le Covid, avec le digital, c'est quand même quelque chose qui nous tombe quand même beaucoup sur la tête. C'est ce que j'appelle en français l'usure du changement, qu'on appelle souvent dans son appellation anglaise change fatigue. Cette idée qu'il y a tellement de choses qui changent tout le temps que quand même ras-le-bol, on aimerait bien pouvoir s'asseoir et fonctionner pendant un moment sans qu'on nous déplace la chaise, qu'on nous déplace le bureau, qu'on nous change l'application et Dieu sait quoi. Donc ça, c'est tout le côté émotionnel, tout le côté inconfort, colère, tristesse, qui débouchent au bout d'un moment ou qui sont renforcés par une dimension plus rationnelle, cognitive de la réponse au changement. Une dimension cognitive qui est traditionnellement alimentée par le manque de clarté. Les matrices de responsabilité sont pas là, le processus n'est pas clair, il traite 70-80% des cas, mais justement les cas embêtants sont pas traités. Donc les objectifs, les indicateurs de performance ne sont pas cohérents. Ça, c'est une première dimension absolument classique. Une deuxième dimension absolument classique, rationnelle, c'est l'opinion basée sur une analyse que le changement n'est pas pertinent pour moi. Il est sûrement pertinent pour les autres, mais pas pour mon équipe, pas pour moi dans l'équipe.
Et puis oui, il est pertinent, mais pas maintenant, parce qu'on est dans un projet lourd et c'est pas maintenant qu'il faut faire ça. Ou bien oui, c'est pertinent pour moi, oui, c'est pertinent maintenant, mais il faut pas le faire comme ça. Et dernier point, qui s'appuie d'un certain point de vue sur tous les autres, ouais, c'est peut-être pertinent, c'est peut-être maintenant, il faut peut-être le faire comme ça, mais objectivement, pour moi, c'est compliqué. On déménage les locaux, je suis plus loin, j'aurai un temps de trajet plus long. J'étais en charge de ce client. Je comprends bien qu'on répartit les clients, mais moi, j'ai un client maintenant que vous me donnez et que j'ai pas préparé, qui m'amènera moins de primes. Je vais perdre la relation, la qualité de relation humaine que j'avais avec ces personnes. Bref, c'est des réponses cognitives, réelles, pertinentes et entre guillemets utiles, extrêmement utiles, parce qu'elles sont factuelles, vous pouvez travailler dessus. La troisième étape qui vient derrière, c'est la réponse à ces émotions et la réponse à cette compréhension du changement en tant que comportement. Et là, vous avez deux familles de comportements, des comportements de réponse ou de résistance active ou de résistance passive. Je m'attends à ce que vous me disiez oui, mais c'est assez rare d'avoir des résistances actives parce que quand même, ça demande une forme de courage et puis on va se prendre des baffes. Et puis, oui, souvent la résistance s'exprime plutôt dans les lignes qu'on va voir dans le passif. C'est pas forcément totalement vrai quand vous y réfléchissez. Le côté blâme, accusation et utilisation des faits qui arrangent dans la communication autour de la machine à café est quand même un truc qu'on voit énormément. Aller jusqu'à blocage, discussion, sabotage, vous le voyez peu. Vous le voyez peu, sauf dans mon expérience, vous le voyez peu au niveau de l'équipier de terrain, parce qu'il prend trop de risques. Le manager va lui tomber dessus, la DRH va lui tomber dessus, etc. Par contre, moi, je l'ai vu plusieurs fois au niveau du comité exécutif de groupe. Une décision prise par le big boss et une partie du comité exécutif et une autre partie du comité exécutif qui rentre dans la démarche du cause toujours mon lapin et du ouais, mais moi, je vais changer l'organisation dans ma zone de responsabilité et tu vas voir ce que tu vas voir. Zip, il y avait une banane et du savon noir et tu vas voir comment tu vas te prendre un gadin et les résultats vont pas être là et je vais expliquer que c'est de ta faute si les résultats sont pas là. Donc, résistance active, oui, parfois, dans le middle ou le top management et c'est compliqué à gérer. Résistance passive, par contre, ça, on le voit tous les jours. Le oui, cause toujours mon lapin, purement passif, du genre ouais, mais en fait, non, derrière, rien, je fais pas. J'ai dit que je ferais, mais je fais pas. Je fais, mais je bâcle. Et résultat, ouais, je vais faire en agile, il n'y a pas de problème. Mais en fait, je m'arrange pour que la moitié des gens soient pas là. Et puis, oui, bon, ok, j'ai vaguement écouté. Et puis, je développe un peu n'importe comment. Mais c'est pas de ma faute, c'est parce qu'on n'avait pas le temps entre deux runs de l'agile. Tu comprends si on avait une méthode où on a du temps, je ferais le développement bien. Mais là, je fais juste minimum viable product. Hein. Ah, j'avais pas compris qu'il fallait faire comme ça. Donc, l'ignorance, le grand coup de l'ignorance. Ce qui est beaucoup plus pervers, c'est les deux derniers points à mon avis, parce qu'on les rencontre souvent et ils sont plus compliqués à gérer parce qu'on les voit pas forcément bien. Ils sont pas, y a pas de coup de spot dessus, il n'y a pas d'indicateur violent qui vous montre que ceci est en train de se passer. L'un des trucs très ennuyeux, c'est la personne qui rencontre une difficulté, parce que le changement amène des difficultés, tout n'est pas rose, on n'a pas pensé à tout, et qui, au lieu de partager les pistes de solutions qu'elle aurait pour son problème, se dit, ouais, d'accord, tu me mets dans ce problème-là, et t'as qu'à te débrouiller, et les pistes que je connais, qui pourraient nous résoudre le problème à nous tous, je les garde pour moi. Je bloque l'information, je bloque la circulation de l'information. Et la variante totalement passive, c'est ok, bon, on changera sûrement d'avis, hein. Et puis, de toute façon, c'est rester complètement sur le bord de la route. Je pense qu'on l'a tous observé, honnêtement, cette démarche-là, et qu'on l'observe d'autant plus en lien avec l'usure du changement, avec le change fatigue,
que les changements se succèdent sans aller au bout. Donc, un des éléments qui permettent de réussir le changement, c'est de mener au bout le précédent ou de réellement acter le fait qu'on n'est pas allé au bout du changement. Mais laisser tomber discrètement un changement pour passer au changement suivant, sans dire on l'a pas fait parce que, et ok, c'est une forme d'échec. Et donc faire un post-mortem, faire le deuil du projet précédent est un élément clé. Et c'est un élément clé parce que c'est un élément clé de la confiance de l'équipe. Et donc, si je regarde, et on conclura là-dessus, sur le rôle du manager dans le changement, c'est un slide que nous avons fait avec 2 camarades récemment pour une formation chez Atos. Et à vrai dire, je l'aime beaucoup. C'était pas ma première idée, mais il m'a complètement convaincu à la fois dans sa segmentation et dans les axes qu'il indique. La première chose, si on veut qu'un manager puisse conduire le changement de son équipe, et par parenthèse, c'est son job, le manager, il doit produire et il doit mener le changement de son équipe. C'est les 2 trucs qu'il a à faire. Donc, si on veut qu'il puisse mener le changement, ça suppose qu'il ait créé de la confiance dans son équipe. Et s'il n'y a pas ce capital de confiance, il va partir avec une extrême difficulté pour être dans la motricité, dans celui qui fait bouger les choses. Il doit aussi accepter, sans crainte particulière, qu'il y aura des résistances et faire en sorte qu'il ait compris qu'il ne sera pas seul face aux résistances. Donc pour moi, c'est un élément important, c'est d'outiller le manager pour qu'il soit prêt à jouer son rôle face aux résistances et que parce qu'on lui explique qu'on va l'outiller, qu'on va l'aider, il soit prêt à la résistance et qu'il ne la nie pas, qu'il n'essaye pas de rester à côté en disant « mais non, mais les conducteurs du changement vont s'en occuper, le projet va s'en occuper, mais moi, je suis comme l'équipe, je reste à côté. » Non, tu n'es pas comme l'équipe, tu es celui qui dirige l'équipe. Quand il voit une résistance, c'est aussi, pas forcément une formation au sens propre, mais c'est quand même une sensibilisation à faire au manager. C'est de ne pas simplement entendre le changement superficiellement, mais de le comprendre à la fois émotionnellement, de quelle émotion il vient, quelle émotion est née et quelle émotion il fait naître chez moi, et d'où vient cette résistance. Là, une fois de plus, parce que ce qui est dit n'est pas forcément la cause première. Ensuite, c'est son job de communiquer avec son équipe et de ne pas se repirer dans sa tour d'ivoire justement parce qu'il est inconfortable. Donc là encore, nous, conducteurs du changement, c'est notre boulot de lui fournir du matériel de communication. À lui, par exemple, on fournit ce qu'on a appelé des songbooks en ce moment. Tous les mois, on sort à tous nos managers un petit kit, un tout petit kit, 2-3 slides à utiliser avec son équipe pour porter le changement dans son équipe avec des parties qui sont communes et des endroits où on dit là, tu devrais adapter, personnaliser ce slide-là. Donc, on lui donne des outils de communication pour qu'il ne soit pas seul. Dans un certain nombre d'entreprises, le manager est devenu manager parce qu'il est people-oriented, parce qu'il est tourné vers l'humain. Dans d'autres, ce n'est pas le cas. Il est devenu manager parce que c'était un expert. Donc, si on ne lui donne pas des éléments de communication, il ne va pas communiquer. Son boulot, c'est aussi de montrer où on en est et où on va. Donc, il faut qu'il ait les éléments pour ce faire. Mais il faut vraiment qu'il soit dans cette posture de on était là, on va là et on est à telle étape du chemin. Et il faut, et ce n'est pas forcément facile, pour ça qu'on le met en dernier, il doit endosser le changement avec réalisme et avec honnêteté. Il ne peut pas être dans le rôle du béni oui-oui qui dit ce changement est super quand il est catastrophique pour son équipe, mais il ne peut pas non plus en disant ouais, je suis d'accord avec vous, ce changement il est tout pourri, mais on est bien obligé de le faire. Il lui appartient, et donc il nous appartient en tant que conducteur du changement, de lui donner les arguments qui expliquent pourquoi ce changement fait sens. Peut-être au-delà de lui, peut-être qu'il ne fait sens qu'au niveau de l'entreprise globalement et que pour lui c'est difficile, mais dans ce cas-là, il faut qu'on travaille sur le sens du collectif et les valeurs collectives. Merci pour vos partages.